Une accalmie étrange recouvre Ouagadougou, pareille à une suspension du temps avant le choc. Les marchés se sont tus, les lampes s'éteignent tôt, et seules les patrouilles militaires marquent le rythme d'une nuit vigilante. Dans cette immobilité calculée, des rumeurs de coups d'État circulent, dessinant les ombres d'un scénario répété, mais cette fois, Ibrahim Traoré se tient au centre, visage d'une souveraineté qui refuse de plier. Et si ce calme n'était pas le signe de paix, mais l'annonce méthodique d'une nouvelle bataille pour le droit d'un peuple à décider seul de son destin. Le sort du Burkina Faso dépasse désormais les frontières de son propre territoire. Ce qui se joue à Ouagadougou n'est pas seulement une crise politique, mais une épreuve décisive pour la souveraineté africaine elle-même. Depuis que Ibrahim Traoré a défié les anciennes puissances coloniales, refusant les programmes conditionnés du FMI et les injonctions diplomatiques de Paris, il a incarné un principe simple. Aucun peuple ne devrait dépendre de la volonté d'un autre pour exister libre. Mais ce principe, dans les cercles de pouvoir occidentaux, dérange profondément. Il menace une architecture d'intérêts installée depuis des décennies, des contrats miniers, des bases militaires, des circuits d'influence construits sur la dépendance. Derrière les communiqués feutrés et les expressions de préoccupation démocratique se cachent les mêmes leviers, pression économique, guerre informationnelle, infiltration politique. Traoré, conscient de cette mécanique, promet de ne pas reculer, nous ne serons plus des sujets. La promesse est claire, défendre la liberté de son peuple, même si la tempête devient inévitable. Mais jusqu'où peut-on résister lorsque les vents contraires viennent de toutes parts ? En l'espace de 72 heures, Ouagadougou a glissé d'un calme apparent à une alerte silencieuse. Les signaux se sont multipliés, convois militaires redéployés, points de contrôle doublés, communications cryptées interceptées entre officiers locaux et intermédiaires étrangers. Ce n'est plus une rumeur. Quelque chose de coordonné se prépare. Au cœur du dispositif, Ibrahim Traoré maintient une façade de sérénité. Ses déplacements sont réduits, ses prises de parole mesurées, mais les briefings de sécurité se sont allongés. Les sources proches du palais évoquent des nuits sans sommeil, des vérifications de loyauté, des réaffectations soudaines d'officiers soupçonnés de contacts extérieurs. Un diplomate occidental, discrètement rappelé, aurait laissé derrière lui des notes évoquant une fenêtre d'opportunité avant la révision des sanctions financières. Pour les analystes régionaux, le schéma est familier. Dans la décennie Pefndi écoulée, la même séquence s'est rejouée. Pression budgétaire, campagne médiatique sur la crise démocratique, puis agitation intérieure. La différence, cette fois, réside dans la préparation du camp burkinabé. Traoré a diversifié ses alliances, resserré les liens avec le Mali, le Niger et la Russie, et replacer la question de la souveraineté économique au centre du discours public. Chaque discours, chaque apparition vise à redonner une cohésion à une armée longtemps fragmentée. Mais la bataille n'est pas seulement militaire. Elle est narrative, symbolique et profondément psychologique. Les mots « restaurer la démocratie » répétés à l'envi par les chancelleries occidentales sont devenus pour beaucoup le masque d'une ingérence assumée. Sur les réseaux burkinabés, des vidéos circulent montrant des citoyens dressant des drapeaux nationaux sur les places, un acte simple, mais porteur d'une charge historique immense. Ce soir-là, alors que les patrouilles se croisent dans les artères vides, une conviction s'installe. L'histoire tente de se répéter. Mais cette fois, le peuple semble décidé à écrire lui-même la suite. Avant d'être président, Ibrahim Traoré n'était qu'un capitaine ancré dans la routine de l'armée, connu pour son calme et sa discipline plus que pour ses discours. Son ascension fut rapide, presque brutale, née d'un désordre politique qui laissait un vide de confiance. Lorsqu'il prit la tête du pays, il hérita d'un État fracturé, miné par les attaques djihadistes, la défiance populaire et une économie étranglée. Les premiers mois révélèrent une méthode inhabituelle. Décisions courtes, communication directe et une volonté de rendre visibles les réformes là où la bureaucratie avait longtemps étouffé l'action. Traoré visita les avant-postes militaires, échangea avec les soldats et les familles déplacées, parfois sans escorte, cherchant à comprendre ce que signifiait reconstruire la souveraineté à hauteur d'homme. Ces gestes simples, captés par des caméras locales, marquèrent les esprits plus que de longs discours. Pour beaucoup, ce style contrastait avec l'image d'un dirigeant distant. Il imposait un ton de proximité, presque fraternel, que ses adversaires qualifiaient d'improvisé,
mais que ses partisans voyaient comme la preuve d'une détermination sincère. Sous son impulsion, des mines nationales furent renégociées, des contrats publics audités et plusieurs cadres accusés de collusion écartés. Mais chaque réforme déclenchait un écho. Protestations discrètes d'intérêts étrangers, tensions diplomatiques croissantes, signaux d'alerte dans les ambassades. Plus Ibrahim Traoré avançait, plus l'ombre du conflit latent s'allongeait. Et déjà, dans les couloirs de la capitale, on murmurait qu'une main invisible testait la solidité de son pouvoir. Tout a commencé par des signaux faibles. Une réunion annulée entre conseillers d'ambassade. Un rapport budgétaire du FMI suspendu sans explication. Puis, soudain, une hausse du trafic chiffré entre Ouagadougou et plusieurs capitales occidentales. Les analystes internes ont reconnu le schéma. Ce balai d'indicateurs précède toujours une tentative de déstabilisation. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré a choisi de ne rien précipiter. Les ordres ont été donnés calmement. Renforcer les points névralgiques, revoir les affectations, verrouiller les canaux de communication. Chaque nuit, un nouveau plan de sécurité était révisé, parfois à la dernière minute. Des officiers ont été déplacés, d'autres mis à l'écart après des interrogatoires discrets. La confiance devenait une denrée rare. Puis, le rythme s'est accéléré. Vendredi, les renseignements détectent une anomalie dans les signaux radiomilitaires. Samedi, des drones non identifiés apparaissent au-dessus de zones restreintes. Dimanche, des tracts anonymes appellent à restaurer la démocratie, la même formule qui, ailleurs, avait précédé des coups d'État téléguidés. Lundi, les chaînes d'information internationales évoquent déjà la fragilité du régime. La machine narrative était en marche. Pendant que les écrans occidentaux diffusaient des images d'archives, des véhicules blindés se repositionnaient à l'entrée nord de la capitale. Les marchés fermaient plus tôt, les journalistes parlaient à voix basse. Le soir, le silence prenait une densité inhabituelle. Chacun sentait qu'un point de bascule approchait. Dans un discours bref, Ibrahim Traoré a appelé au calme. « Notre nation a survécu à pire. Nous survivrons encore si nous restons unis. » Les mots, sobres, portés loin, dans les casernes, on les répétait comme un serment. Mais derrière la foi collective, la menace restait précise. Plusieurs officiers auraient reçu des offres financières venant de l'étranger. Des circuits bancaires à Chypre et Genève apparaissaient dans les enquêtes. Les liens n'étaient pas encore prouvés, mais le schéma correspondait trop bien à celui déjà observé au Mali et en Libye. Les heures suivantes furent les plus critiques. Des hackers ont attaqué des sites gouvernementaux, semant la confusion. Les forces de sécurité ont coupé les communications entre certains quartiers. Dans les chancelleries, on parlait d'incidents majeurs imminents, mais le coup ne s'est pas produit. À la place, un resserrement, les suspects ont été arrêtés, les contacts étrangers identifiés. L'État venait d'éviter de justesse une implosion. Dans la rue, la population a compris sans qu'on lui explique. Des femmes ont prié devant les mosquées, des jeunes ont levé des drapeaux. Le message circulait, on ne renversera plus un pays africain au nom d'une démocratie importée. Et pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso semblait prêt à écrire seul sa propre séquence. Les faits, eux, parlent un langage que même la propagande ne peut étouffer. Depuis la prise de fonction d'Ibrahim Traoré, le budget de la défense nationale a augmenté de 47%, passant de 320 à 470 milliards de francs CFA. Une hausse massive qui traduit moins une fuite en avant militaire qu'un pari stratégique, celui de rétablir la souveraineté sécuritaire avant toute réforme civile. Dans le même temps, les importations de blé en provenance d'Europe ont chuté de 38%, tandis que les échanges avec la Russie et le Mali ont doublé. Ce glissement commercial, discret mais continu, témoigne d'un basculement économique que les chancelleries occidentales jugent inquiétant. Pour Ouagadougou, c'est simplement la logique d'un rééquilibrage attendu depuis l'indépendance. Sur le terrain social, un autre chiffre illustre cette mutation, le taux de confiance dans les institutions publiques a bondi de 31% à 56% en un an, selon l'Institut national de statistique. Une progression que les observateurs lignent directement à la politique de proximité prônée par Traoré. Visites régulières des garnisons, discours courts,
diffusion d'images non scénarisées. Ces évolutions mesurables révèlent une réalité double. D'un côté, un État qui tente de se redresser par ses propres moyens. De l'autre, une communauté internationale qui peine à admettre que la rupture soit réelle. Les rapports confidentiels de l'Union européenne parlent de risque de contagion idéologique. Expression reprise presque mot pour mot dans les notes du Pentagone. Car derrière les pourcentages se cache une inquiétude géopolitique. Si le Burkina Faso parvient à stabiliser son modèle sans assistance occidentale, le précédent serait dévastateur pour l'ordre établi. Dans les ministères, la pression financière reste palpable. Les décaissements du FMI sont ralentis, les lignes de crédit conditionnées à des garanties démocratiques. Mais Traoré, fidèle à sa ligne, refuse les compromis qu'il juge corrosifs. Un prêt qui nous lie n'est pas une aide, c'est une laisse, aurait-il confié à ses conseillers. En réponse, son gouvernement développe un plan d'autofinancement interne fondé sur 3 leviers: la nationalisation partielle des mines, la taxation des exportations d'or brut et la création d'une banque publique d'investissement régionale. Un schéma audacieux qui doit encore prouver sa viabilité, mais qui marque une cohérence stratégique inédite dans le Sahel contemporain. Les données sont claires. En moins de 2 ans, la trajectoire du Burkina Faso s'est écartée de tous les modèles imposés. Et si les chiffres ne garantissent pas la stabilité, ils tracent la carte d'un changement irréversible. Les prochains mois diront si cette équation souveraineté contre dépendance peut tenir face au vent conjugué de l'économie mondiale et des vieilles habitudes diplomatiques. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré avancent un argument que même ses partisans écoutent sans l'écarter. Selon eux, rompre brutalement avec les partenaires occidentaux, suspendre les aides et redéfinir les alliances expose le pays à une crise prolongée. Le Burkina Faso, affaibli par une décennie d'insécurité, n'aurait ni les moyens économiques ni les structures administratives pour supporter seul cette transition. Dans cette logique, l'isolement diplomatique ne serait pas un acte de courage, mais une forme de pari risqué sur l'autosuffisance. En face, ses défenseurs rétorquent que la dépendance est plus coûteuse encore. Ils rappellent que 30 ans d'ajustements structurels, de programmes d'aide et de réformes coordonnées n'ont pas apporté ni stabilité ni prospérité. Les indicateurs de pauvreté, la fuite des capitaux et la fragilisation du tissu rural prouvent que les recettes importées ont souvent aggravé la vulnérabilité du pays. Pour eux, la rupture imposée par Traoré n'est pas un caprice idéologique, mais une correction nécessaire. Il fallait retirer la main étrangère du levier central de décision. Entre ces deux pôles, certains experts tentent une synthèse. Oui, le recentrage souverain comporte des risques, mais il ouvre aussi la possibilité d'un modèle adapté aux réalités locales. Le succès dépendra moins des alliances extérieures que de la capacité du gouvernement à créer de la valeur interne, à sécuriser les routes commerciales et à restaurer la confiance civique. C'est là que réside le véritable test de gouvernance. En vérité, le débat dépasse Traoré lui-même. Il révèle une fracture ancienne, celle entre un continent qui veut choisir son destin et un système international qui prétend le guider. Et dans cette tension, chaque mot prononcé à Ouagadougou résonne désormais comme un avertissement adressé au reste du monde. Tout bascule en silence. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, plusieurs unités militaires changent discrètement de position. Aucune sirène, aucun tir, seulement le vrombissement d'un convoi qui traverse la capitale sous les lampadaires éteints. Les habitants, éveillés par instinct, observent depuis les fenêtres closes. Les services de renseignement confirment alors ce que beaucoup redoutaient, un contact entre officiers burkinabés et conseillers étrangers. Le scénario d'un coup orchestré de l'extérieur n'est plus une hypothèse. Mais cette fois, la riposte s'organise avant la frappe. Ibrahim Traoré, prévenu à l'aube, quitte son bureau pour inspecter un poste de commandement. Les images, diffusées sans montage, montrent un homme calme, visiblement prêt à affronter le pire. Autour de lui, les soldats jurent sa fidélité. L'ordre tombe. Pas de panique, mais vigilance absolue. Le jour se lève sur une capitale figée entre crainte et fierté. Les rumeurs se mêlent aux prières, les radios parlent d'ingérence imminente. Pourtant, dans cette tension suspendue, un sentiment nouveau s'installe.
celui d'un peuple qui refuse d'être spectateur de son propre destin. Lorsque la tension retombe, les traces apparaissent partout dans les ministères, les équipes travaillent jour et nuit pour restaurer les connexions sécurisées. Des centaines de comptes officiels ont été attaqués pendant 48 heures, un test grandeur nature de la résistance numérique du pays. La cyberdéfense burkinabé a identifié des adresses IP provenant d'Europe de l'Est et du Proche-Orient. Aucune preuve formelle n'a été rendue publique, mais les coïncidences sont trop précises pour passer inaperçues. Sur le plan national, la priorité est redevenue la cohésion. Les forces armées ont subi un audit complet. Plusieurs officiers ont été déplacés ou réaffectés. Cette purge limitée, bien que controversée, a rassuré une partie de la population. Le commandement paraît à nouveau unifié. Ibrahim Traoré l'a résumé simplement. Nous avons choisi la clarté. L'ambiguïté nourrit la trahison. Depuis, les messages officiels insistent sur l'unité, non sur la peur. Sur le plan économique, le choc a été immédiat. Les flux financiers étrangers ont diminué de 27% au troisième trimestre et plusieurs ONG ont suspendu leurs opérations. Mais fait inédit, le commerce régional a compensé près de la moitié de ses pertes en moins de 2 mois. Le Mali et le Niger ont ouvert leur corridor terrestre, favorisant un mouvement de solidarité économique inédit dans la région du Sahel. Ce réajustement rapide confirme la solidité des alliances que Traoré avait patiemment construites. Pour la population, les répercussions sont plus subtiles. Les médias locaux ont gagné en audience, la confiance dans la presse nationale a progressé de 15 points selon le Centre d'observation sociale. Dans les quartiers populaires, des comités citoyens organisent des veillées de vigilance. Ce n'est plus une consigne venue d'en haut, mais une forme d'appropriation collective de la sécurité. Le patriotisme n'est plus un mot de propagande, il est devenu un réflexe. Enfin, sur le plan régional, la solidarité s'est consolidée autour de l'alliance des États du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé un protocole d'assistance mutuelle en cas de menace extérieure. Des forces conjointes s'exercent désormais à la frontière nord. Pour les chancelleries occidentales, cette coordination militaire constitue un précédent dangereux. Pour les populations, c'est un signe d'espoir. Dans ce nouvel équilibre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef isolé que comme le catalyseur d'une dynamique continentale. Ses décisions, longtemps perçues comme téméraires, trouvent désormais un écho au-delà des frontières. Et dans les rues de Ouagadougou, on répète une phrase simple. Cette fois, nous tenons debout ensemble. Les analystes du Sahel s'accordent sur un point. Les prochains mois seront décisifs. La trajectoire du Burkina Faso dépendra de la stabilité interne, de la cohésion régionale et du degré d'ingérence étrangère. 3 scénarios se dessinent déjà, chacun avec ses risques et ses promesses. Dans le scénario le plus réaliste, la résistance contrôlée. Le pays consolide ses institutions militaires, sécurise les axes stratégiques et poursuit l'intégration au sein de l'alliance sahélienne. Les tensions diplomatiques persistent, mais un nouvel équilibre se forme, fragile et pragmatique. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré parvient à maintenir le cap sans rupture majeure. Le coût en isolement était réel, mais la stabilité interne compense la pression extérieure. Dans l'hypothèse la plus favorable, la consolidation souveraine. Les réformes économiques produisent leurs effets. Les alliances régionales s'approfondissent. Une coordination économique africaine encore embryonnaire commence à se structurer autour des ressources partagées. Les infrastructures, financées localement, redonnent du souffle à la production intérieure. Traoré devient alors une figure symbolique d'émancipation panafricaine et le Burkina Faso un modèle d'autonomie fonctionnelle. Ce scénario suppose toutefois une discipline rigoureuse et une unité nationale durable, conditions rarement réunies dans la région. Enfin, dans la vision la plus sombre, le retour de la fracture. Une offensive coordonnée, médiatique ou financière déstabilise le gouvernement. Des factions internes exploitent les difficultés économiques. Et le pays retombe dans le cycle des transitions forcées. Dans cette configuration, le risque n'est pas seulement national, il affecte tout le Sahel. L'échec d'un modèle souverain redonnerait à l'ingérence étrangère son pouvoir d'intimidation. Entre ces chemins, le choix n'appartient pas qu'au gouvernement.
Il dépend de la maturité collective, de la capacité d'un peuple à ne pas céder à la peur. Ce n'est pas le vent qui décide de notre direction, a déclaré Ibrahim Traoré, c'est la main qui tient la voile. Une phrase devenue, pour beaucoup, la boussole d'un avenir encore incertain. Dans les rues de Ouagadougou, la politique n'est plus un débat abstrait. Elle s'incarne dans les visages, dans les gestes du quotidien, dans les choix que chacun fait pour tenir. Fatimata, vendeuse de riz, se souvient des jours où la peur bloquait le marché. Aujourd'hui, elle ouvre plus tôt et ferme tard, confiante dans la présence des patrouilles locales. Avant, on attendait que l'État agisse, dit-elle. Maintenant, on s'organise entre nous. Pour elle, les discours d'Ibrahim Traoré sur la dignité résonnent comme une justification tardive à des années de résilience silencieuse. À quelques kilomètres, Moussa, instituteur, enseigne à ses élèves les nouveaux cours d'instruction civique introduits après 2023. Le programme met l'accent sur l'histoire des résistances africaines et sur le rôle du citoyen dans la souveraineté nationale. C'est la première fois qu'on nous parle de nous comme d'acteurs, sourit-il. Pour lui, la politique de Traoré dépasse les chiffres. Elle redonne aux jeunes la conviction qu'ils comptent. Enfin, dans un village du Nord, une infirmière raconte la réouverture du dispensaire fermé depuis 2 ans. Les médicaments sont rares, mais les dons communautaires assurent la continuité. Elle ne se dit pas militante, seulement fière que les décisions prises à la capitale se traduisent par des actes visibles. Ces fragments de vie forment un tableau plus puissant que les discours. Ils montrent un pays qui, malgré la fatigue, refuse de céder. Et derrière chaque voix, une idée persiste. La souveraineté n'est pas une théorie, mais une expérience vécue. Après la tempête vient le temps de la méthode. Le gouvernement burkinabé a défini un schéma d'action précis, simple dans sa structure, ambitieux dans son exécution. D'abord, la sécurité intégrée. D'ici la fin de l'année, chaque région disposera d'un centre de coordination civilo-militaire. Objectif : harmoniser les interventions, éviter les chevauchements et créer un canal unique d'information publique. Ensuite, la souveraineté économique. Un fonds national d'investissement, alimenté par les recettes minières, doit financer les infrastructures locales. Les projets seront évalués tous les 3 mois selon un indice de viabilité communautaire. Ibrahim Traoré insiste, un chantier n'a de valeur que s'il profite d'abord à ceux qui y vivent, puis la diplomatie régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger préparent une commission permanente de défense et de développement. Son rôle, mutualiser les ressources et coordonner la réponse aux pressions extérieures. Par ailleurs, l'éducation civique. Un nouveau module scolaire, Histoire et autonomie, est déployé dans 80% des établissements. Il doit former une génération consciente des enjeux de souveraineté, non dépendante du récit importé. Enfin, la transparence publique. Les contrats miniers et les dépenses militaires feront l'objet de rapports trimestriels accessibles à tous. La confiance, selon Traoré, se gagne par la lumière, pas par les slogans. Cette feuille de route ne garantit pas la réussite, mais elle trace une direction. Et dans un contexte où l'incertitude domine, une direction claire vaut déjà comme victoire. La nuit retombe sur Ouagadougou, semblable à celle du premier avertissement. Mais cette fois, l'atmosphère n'est plus celle de la peur, plutôt celle d'une veille lucide. Au même endroit où tout avait commencé, Ibrahim Traoré revient saluer les soldats de garde. Le décor est simple, un poste éclairé par 2 lampes, une radio qui grésille, des visages jeunes. Il serre chaque main sans protocole, écoute les remarques, note les manques. Un officier lui dit « On tiendra, mon capitaine ». Traoré sourit, corrige doucement « Président, peut-être, mais d'abord soldat ». La phrase, captée par un journaliste local, se répand dès l'aube sur les réseaux. Elle rappelle à tous que le pouvoir, ici, n'est pas un privilège, mais une charge. Autour, la ville recommence à respirer. Les marchés rouvrent, les voies reprennent, les enfants jouent dans la poussière rouge. Rien n'est réglé, tout reste fragile, mais quelque chose a changé. La conviction que l'histoire peut encore s'écrire autrement. Et dans cette certitude, le peuple du Burkina Faso retrouve une force que nul décret n'aurait pu imposer. Une force née d'un refus simple, ne plus se soumettre. Au-delà des frontières, la leçon du Burkina Faso résonne comme un écho. Elle parle de résistance, mais aussi de responsabilité. Car défendre sa souveraineté ne signifie pas s'enfermer. Cela veut dire choisir ses alliances,
ses priorités, ses rêves. Ibrahim Traoré, dans ses derniers discours, ne parle plus seulement de guerre ou d'économie. Il évoque la dignité, la transmission, la mémoire. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont dit non, répète-t-il. Cette phrase reprise sur les murs, dans les écoles, dans les marchés, agit comme un rappel. La liberté se cultive chaque jour. Les citoyens, eux, poursuivent cette vigilance tranquille qui caractérise les peuples en éveil. Ils savent que les menaces ne disparaissent pas, elles changent de visage. Mais tant que la conscience reste claire, le pays demeure debout. Et peut-être que la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso survivra, mais si le reste du monde saura écouter ce que son silence essaye de dire.